Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot, Desroland et Jean-Paul Chagnolo. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Rana Barakatissa, Antoine Mata, Femme Pub, 2013. Gilali Benamrane, Le marché bancaire hors contrôle. Urgence d'un pôle financier public et associatif sous contrôle citoyen, 2013. Pierre Groux, Cohorde, L'obscurantisme de l'argent, fléau du XXIe siècle. Jalons pour un nouvel esprit des Lumières, 2013. Mérimée, Sortir de la crise ensemble en moins d'un an, 2013. Béatrice Grandoordy, La femme fatale. Ses origines et sa parentèle dans la modernité, 2013. Fred Dervin, La meilleure éducation au monde? Contre-enquête sur la Finlande, 2013. Claude-Louis Moreau, Réinvestir le politique, 2013. Hélène Baumer, Plaidoyer pour l'enseignement des pratiques alimentaires, 2013. Tony Ferry et Dragan Berkic, La condition pénitentiaire. Essai sur le traitement corporel de la délinquance, 2013. Collectif Nous Autres, quelle action publique face au racisme? Une recherche-action dans le Nord-Pas-de-Calais, 2013. Mostafa Benfares, Altérité, responsabilité et questions identitaires. Le cas du Québec, 2013. Dreyfus Louybo, Politique, insertion et jeunesse, L'espoir du monde, 2013. Ouvrage du même auteur. Recherche qualitative et cyberespace-temps. Crime en col blanc et autres problématiques contemporaines. 2011. Presse de l'Université du Québec. Fine, L. 2011. Les crimes en col blanc. Théorie, stratégie de défense et mouvement du pouvoir. L'Harmattan. Questions contemporaines. Fine, L. 2012. L'organisation des crimes en col blanc. Une gestion meurtrière. L'Harmattan. Fine, L. 2013. Les crimes invisibles. Délits contemporains, dénonciation et temps de réaction. Les éditions Libère. Sigles et abréviations. FRS, Film Recovery Systems, Inc. HSWA, Health and Safety Work Act. MMS, Metallic Marketing Systems, Inc. NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration. OSHA, Occupational Safety and Health Administration. GRC, Gendarmerie royale du Canada. Introduction. Comment se façonnent et se construisent les systèmes de privilèges et de barrières accessibles aux infracteurs présumés de crimes en col blanc? Quelles sont les conséquences de ces réseaux de mécanismes de déviation efficaces et sophistiqués? Comment intervenir quand il y a mobilisation d'outils tentaculaires comme un écheveau de partenaires pour perpétrer des crimes? Quelles sont les dynamiques à l'œuvre dans les rituels réactifs des agences gouvernementales et des autres mécanismes de surveillance? Comment les crimes des élites sont-ils maintenus, stabilisés, renforcés, consolidés, à travers le temps, les espaces, les gouvernances, les organisations et les industries? Et par qui le sont-ils? Comment mettre un terme aux conduites délictueuses, quand les accusés sont des sociétés commerciales puissantes? Comment les criminels font-ils pour échapper à la justice? Quels sont les éléments qui interviennent dans la durée du crime? Du crime en général et de certains crimes plus spécifiques comme les crimes en col blanc? Ainsi, comment interpréter les délais de réponse? Surtout quand les appels des sonneurs de cloche n'ont pas été entendus par les autorités compétentes, et que le crime suscite, dès lors, plus de victimes encore. Est-il opportun d'attendre la perpétration de 52 infractions, avant de réaliser qu'il est trop tard pour sauver la vie d'hommes engagés en vue d'effectuer un travail rémunéré? À la lumière de plusieurs catastrophes contemporaines notoires, qualifiées ou non de crimes, alors que des signaux avertisseurs ont été ignorés par les dirigeants des organisations fautives ainsi que par les agences gouvernementales chargées de leur surveillance,
la question se pose de savoir s'il faut vraiment rechercher la conformité des sociétés commerciales. Quelle pourrait être la teneur d'arguments crédibles tant du point de vue moral, légal, politique, qu'économique pour justifier une équation où les vies des travailleurs seraient considérées comme le pendant du capital investi par les actionnaires? La vie d'un travailleur peut-elle être évaluée à l'aune des investissements en argent avancés par des promoteurs privés? Cela peut sembler brutal comme entrée en matière, néanmoins, des exemples récents et plus lointains ne cessent de mettre en exergue que de nombreuses entreprises tardent à adopter les mesures correctives en vue de s'assurer que le lieu de travail, et le site des opérations de leurs activités, soient sécuritaires pour tous, et ce en dépit de signes récurrents indiquant que la situation se dégrade, risquant dès lors de causer du tort à autrui et de mettre en danger les populations voisines des installations industrielles, ou encore les consommateurs qui achètent des produits défectueux. Le phénomène à l'étude dans ce livre relève du constat suivant. Des sociétés commerciales poursuivent leurs activités alors que des crimes sont commis par et pour l'organisation sur une base régulière, de manière ponctuelle et diachronique. Nous nous proposons donc de cerner les conditions, politiques, légales, judiciaires, régulatrices, économiques, à l'intérieur desquelles les infracteurs présumés commettent des crimes, tout en précisant les dimensions qui en favorisent la durée. Essentiellement, il importe de mieux comprendre et d'expliquer les tactiques déployées par les sociétés commerciales dont les conduites mettent à risque la vie et la santé des gens qui gravitent en leur sein, ou qui entrent en contact avec elles de diverses façons. En l'occurrence, poursuivant une réflexion entreprise de longue date, nous cherchons à comprendre et à expliquer les raisons, motifs et circonstances qui font en sorte que les infracteurs présumés de crimes en col blanc bénéficient de délais d'opération, alors que leur conduite, criminels, génèrent ou vont générer des morts et des blessés, ainsi que des dommages à l'environnement. Le fil conducteur qui nous guide pourrait se formuler ainsi. Qu'est-ce qui entre en ligne de compte dans la durée du crime et les délais de réponse? Concrètement, il est donc question d'étudier la pluralité des privilèges et des barrières dont bénéficient les criminels en col blanc, ou pour le dire autrement, d'étudier les mécanismes de déviation susceptibles de se manifester à toutes les étapes du processus judiciaire et infrajudiciaire, des composantes qui façonnent les négociations, et par voie de conséquence, le temps judiciaire, mais aussi, la qualification des accusés, l'issue du litige, les sentences, les verdicts de culpabilité. C'est pourquoi nous optons pour un angle de recherche des plus féconds en ce domaine, l'étude du processus de la négociation de plaidoyer, plea bargaining, dans ses multiples spécificités et rebondissements. En ayant recours à des études de cas ciblées, n = 5, nous allons retracer les stratégies des organisations qui tentent de rester en opération, en dépit des signaux avertisseurs, des appels des sonneurs de cloche et des constats d'infraction qui se multiplient. Incidemment, en nous intéressant aux négociations de plaidoyer qui se déroulent entre les différents acteurs en lice, dans une certaine mesure, nous pourrons mettre au jour les fragments du processus. La capacité des infracteurs présumés de crimes en col blanc de bénéficier de privilèges et de barrières qui leur confèrent des conditions propices au crime et à sa durée. En particulier, nous pourrons mieux saisir suivant quelle logique les sociétés commerciales en viennent à rejeter sur autrui, les utilisateurs des produits achetés, les travailleurs, les victimes, la responsabilité de leurs propres opérations délictueuses. Dès lors, il s'agit de réfléchir aux paramètres qui entrent en ligne de compte dans la durée du crime, en nous intéressant autant aux actions des criminels présumés, au travail des autorités de contrôle, qu'aux initiatives menées par les sonneurs de cloche qui tentent d'alerter les instances compétentes qu'un crime est en train de se commettre. Dans la première partie, nous discutons du cadre conceptuel susceptible de favoriser une lecture approfondie des crimes commis par les organisations, précisément la mobilisation de privilèges et de barrières aptes à fournir aux acteurs un écran d'immunité dans les sphères les plus variées, politiques, économiques, mais aussi légales et judiciaires. En effet, l'ensemble des mécanismes de déviation accessibles aux criminels leur permet de poursuivre leurs activités sans être inquiétés outre mesure par les instances de contrôle, une condition qui contribue également à la durée du crime. Dans cette section, sont également discutés les choix méthodologiques adoptés en vue de mener à terme cette recherche. Dans la deuxième partie, les 5 études de cas contemporaines ciblées sont examinées en portant une attention particulière aux stratégies résultant des efforts concertés des organisations criminelles en vue de ne pas corriger la situation,
ignorer les signaux d'alarme, nier le lien de cause à effet, détruire des documents. Une optique qui permet de repérer les séquences diachroniques des stratégies des acteurs engagés dans le crime. En l'occurrence, la sélection des cas scrutés, film Recovery Systems, 1983 États-Unis, Westray 1992 Canada, Ford 1971 États-Unis, le syndrome de l'huile contaminée 1981 Espagne et Transco 1999 Écosse a été faite en tenant compte de l'apostrophe. Importance de rendre compte de la plus grande diversité possible des stratégies développées par les organisations fautives. Les études de cas choisies ont aussi pour dessein de documenter deux configurations essentielles. Le cas des travailleurs soumis à des conditions de travail déplorables et celui des consommateurs mis en danger, sans qu'ils soient avertis du risque auquel ils sont exposés, leur consentement restant tout à fait aléatoire dans la décision qui est prise à leur insu de leur proposer des denrées et biens de consommation défectueux. Dans la troisième partie, la recension des privilèges et les barrières mobilisées par les infracteurs présumés pour rester en opération, en dépit des crimes commis, favorise une meilleure compréhension des dynamiques à l'œuvre quand vient le temps d'interpréter les conduites des élites et d'opter pour une forme de règlement, pénale, civile, administrative ou infrajudiciaire. D'évidence, les privilèges et les barrières qui sont mobilisés par les acteurs dans le cadre de leurs interactions avec les autres partenaires du réseau et du système, dont ils relèvent, des crimes des élites, à les soustraire de l'attention des instances de contrôle, et surtout, à faire en sorte que leur conduite apparaisse sous le signe de la normalité, en dépit des victimes et du risque auquel les travailleurs et les consommateurs sont exposés au quotidien. Autant de formes d'immunité réciproque, dont les fondements théoriques sont discutés dans la quatrième partie. En somme, le jeu entre les immunités réciproques des coupables favorise plus de clémence que de sévérité dans le cas des infracteurs présumés de crimes en col blanc. Des immunités qui favorisent aussi l'oubli des activités délictueuses, quand la mouvance de la démocratie appelle à plus de constance et de mémoire. En effet, la mise en catégorie de l'autre en des termes qui lui sont préjudiciables recèle toujours un potentiel destructeur qu'il n'apparaît pas justifié d'ignorer. Partie 1. Légitimité du crime en col blanc, mécanisme de déviation et négociation de plaidoyer. Chapitre 1. Légitimité du crime en col blanc, moteur de l'économie. Qu'en est-il du crime, de sa durée, des moyens organisationnels et systémiques mis en œuvre pour y mettre un terme? Que tolère-t-on? Qu'est-ce qui est acceptable? À partir de quand faut-il interdire, punir? Qui incarcère-t-on? Et en lien avec quel type d'actes commis? Peut-on poursuivre tous les criminels? Intervenir en lien avec tous les crimes? Est-ce plus facile d'agir quand l'auteur est un individu, que lorsqu'il s'agit d'une organisation puissante? Comment le pouvoir s'exerce-t-il? Comment la domination s'exerce-t-elle? Comment se fait-il que les sonneurs de cloches sont plus souvent qu'autrement neutralisés? De quels moyens disposent les travailleurs, les consommateurs et les populations locales en vue d'exiger un changement dans la manière de traiter les dangers qui les guettent au quotidien? En matière de dénonciation, qui a préséance? Qui peut se faire entendre, qui est contraint au silence? Que se passe-t-il pour les employés qui signalent des failles importantes au plan de la santé et de la sécurité dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent? Ont-ils le choix de rester à leur risque et péril? Doivent-ils obligatoirement quitter leur emploi, et se priver ainsi d'une source de revenus indispensable? Comment se fait-il que les signaux avertisseurs soient ignorés par les dirigeants et par les agences gouvernementales, alors même que des gens vont mourir si personne ne prend les mesures adéquates pour corriger le tir? Autant de questions cruciales à l'ère actuelle, parce qu'à maints égards, la durée du crime exerce une influence sur la manière d'interpréter ce qui va être considéré comme un crime dans les sociétés contemporaines, sans compter l'identité de ceux qui vont être appréhendés par la justice. 1. Pluralité de terminologie pour désigner les crimes en col blanc. En raison des ambiguïtés entourant la notion de crime en col blanc, il peut paraître abrupt de parler de crime quand aucun infracteur présumé, individu ou organisation, n'a été condamné au pénal. Toutefois,
compte tenu de la récidive documentée dans certains des cas à l'étude, le paradoxe consiste plutôt à parler d'une absence de crime, quand dans les faits, ce sont des mécanismes de déviation, l'objet de notre étude, qui ont contribué à faire en sorte que les acteurs responsables n'ont pas été jugés pour les actes ayant entraîné la mort d'hommes. Retenons que parler de crime en col blanc, un terme développé par Sutherland, 1983, pour désigner des conduites criminelles peu étudiées par les criminologues, c'est nécessairement s'inscrire dans un continuum de controverses. En effet, l'expression crime en col blanc est porteuse de notions difficiles à opérationnaliser, par exemple, le statut social de l'accusé. Cette notion renvoie pourtant à des crimes qui se commettent depuis des décennies, à des infracteurs présumés dont les alliances spécifiques semblent les isoler des poursuites judiciaires et infrajudiciaires, ainsi qu'à des conditions du crime qui se perpétuent au fil du temps, avec au final des multirécidivistes, des individus et des organisations, dont les actes criminels prolifèrent dans la durée et dans l'espace. Pas un secteur, industriel, commercial, financier, politique, qui ne soit touché. En l'occurrence, à l'instar de Goetz, 1997, nous optons pour une terminologie, précisément les crimes en col blanc, qui de façon intrinsèque constitue une manière de dire quelque chose des dynamiques à l'œuvre. 2. Les crimes en col blanc, des crimes sans victime ? Au fil des époques, nombreux sont les infracteurs présumés de crimes en col blanc qui ont tenté de convaincre le public et les instances de contrôle que leur conduite criminelle n'occasionnait pas de victimes directes. Il faut dire que les conduites criminelles des élites ne sont parfois révélées que lorsque les victimes, en grand nombre, font les frais de l'ignorance concertée qui règne à hauteur du système qui les abrite, Katz 1979b. Or, sans conteste, les crimes commis par les organisations, des acteurs puissants du point de vue politique et économique, génèrent et vont générer de très nombreuses victimes immédiates ou à venir. Ainsi, alors que les fraudes à grande échelle provoquent des conséquences importantes pour ceux qui en font les frais, retenons que le rationnel défensif avancé par les auteurs de ces crimes dits financiers a pour dessein de minimiser leurs actes en espérant les insérer dans une catégorie dite de crimes sans victime. Si ces justifications peuvent parfois trouver preneur quand il est question de transactions financières, en raison du faible montant qui serait perçu auprès de chaque individu spolié, lorsque l'on cible des secteurs d'activité où l'être humain peut de manière plus évidente subir de graves préjudices, il devient plus difficile, surtout à la lumière de catastrophes industrielles notoires, de soutenir que les conduites des organisations ne sont pas de nature à susciter un questionnement approfondi sur les dimensions, stratégies, mécanismes de déviation, qui interviennent tant en ce qui a trait à la possibilité de commettre des crimes qu'en ce qui concerne les éléments, complicités, alliances qui favorisent la durée de ces crimes. Par ailleurs, quand ce sont les secteurs manufacturiers et industriels qui sont sur la sellette, les conséquences de leur conduite criminelle vont plus volontiers revêtir un caractère tragique, en particulier, lorsque les torts causés aux victimes sont dénoncés sur la place publique par leurs familles, collègues et amis dans le dessein par exemple, d'initier une enquête sur le rôle joué par la société commerciale dans le drame qui les touche. L'heure où stratégie concertée, bien souvent, les infracteurs de crimes en col blanc estiment que leurs conduites ne sont pas des crimes et qu'elles ne devraient donc pas être jugées à l'aune des critères prévalents pour les actes criminels commis par de vrais criminels endurcis, des récidivistes. Pour les criminels en col blanc, les vrais crimes sont violents, on parle volontiers d'une violence expressive, incontrôlable, ou à l'inverse préméditée, commis avec une arme, la victime est ciblée, l'action est rapide, circonscrite dans le temps et dans l'espace. Or, concrètement, un environnement dégradé, pollué, affecte la vie à court et à long terme, non seulement des travailleurs, mais aussi de leurs familles et des populations avoisinantes. Aussi parce qu'ils s'inscrivent dans la durée et font de nombreuses victimes, sans contredit, les crimes en col blanc sont aussi des crimes. En outre, les crimes commis en lien avec la santé et la sécurité des travailleurs sont aussi de nature violente, une violence qui peut se déployer pendant des décennies. C'est notamment le cas des maladies industrielles, qui prennent du temps à se développer. À cet égard, les cas de la maladie de Minamata mettant en cause la compagnie Shiso, du gaz toxique répandu à Bhopal, une filiale d'Union Carbide, ou encore de l'usine d'amiante de Casale-Monferrato sous la gouverne d'Eternit, sont assez révélateurs des conséquences qui affectent les victimes. Fin 2012. 3. Un angle de recherche large, la négociation de plaidoyer.
La pluralité des termes et des expressions utilisées pour désigner des crimes qui se commettent dans et par des organisations légales fait écho aux nombreux angles de recherche adoptés pour en scruter les moindres dimensions. En effet, pour procéder à l'étude des crimes en col blanc, les options sont multiples et chacune d'elles relève d'un champ théorique et empirique précis. Si ces avenues sont parfois compatibles, elles peuvent en maintes occasions s'exclure aussi. Pour preuve, on peut cibler les acteurs, les individus, les organisations, les réseaux, les agences gouvernementales, les différents types de criminalité qui se perpétuent en alternance ou en simultané, crimes financiers, crimes associés à la mise en marché de produits défectueux, crimes industriels, corruption, trafics internationaux, collusion en vue de fixer les prix, price fixing, ou encore la réaction sociale mitigée qui se déploie en lien avec des conduites qui diffèrent peu des actes qui se commettent dans le cadre des apostrophes. Un travail rémunéré et légitime, transactions d'argent à répétition, achat d'actions en bourse. Retenons qu'en raison des tractations qui se déroulent à toutes les étapes du processus judiciaire et infrajudiciaire, les infracteurs présumés de crimes en col blanc sont souvent en position d'éviter les poursuites pénales. Dans cet ordre d'idées, dans le dessein de dévoiler les mécanismes de déviation qui interviennent dans le traitement des infracteurs présumés, il apparaît tout à fait pertinent de faire appel à un angle de recherche des plus féconds, la négociation de plaidoyer au sens large, plea bargaining. La pertinence de cibler le processus de négociation de plaidoyer tient également au fait de pouvoir saisir les raisons et les circonstances entourant la décision de ne pas porter des accusations contre les infracteurs présumés. CATS 1979A, FIN 2011B. Entre autres, le processus de la négociation permet de retracer les paramètres à l'intérieur desquels les crimes sont commis, autant d'éléments susceptibles d'expliquer en partie la manière dont l'issue des litiges est négociée au bout du compte. Par ailleurs, en ciblant l'ensemble des négociations qui se déroulent entre les acteurs en lice dans le processus, on peut aussi mettre en exergue la nature des complicités ayant facilité la perpétration des crimes, ou encore ayant contribué à leur occultation. À maints égards, il s'agit d'un moyen efficace de cibler les dimensions et les caractéristiques organisationnelles spécifiques qui affectent la durée du crime, ainsi que les délais de réponse qui entourent les conduites criminelles des organisations à l'ère contemporaine. Par ailleurs, pas d'immunité pour les moins fortunés qui commettent des crimes en ayant recours à des moyens beaucoup plus conventionnels que celui qui consiste à mobiliser une organisation pour parvenir à ses fins. Ponch 2000, Cullen, Maekestadt, Cavender et Benson 2008. Ici, immunité des puissants rime avec complices pluriels et mécanismes de déviation à l'œuvre dans toutes les sphères de pouvoir. Immunité au sens donc où les crimes en col blanc sont invisibles, et où les infracteurs présumés sont en position d'intervenir dans le cours normal de la justice. 4. Invisibilité historique des crimes en col blanc. Pourquoi certaines conduites pouvant causer du tort à autrui restent-elles invisibles aux yeux des observateurs ne se révélant qu'à travers les morts, les blessés et les désastres environnementaux? Comment comprendre que des crimes en viennent à être interprétés comme étant des activités normales, acceptables? Faut-il attribuer aux travailleurs qui optent pour la conservation de leur emploi la responsabilité des torts qui leur seront causés du fait d'avoir accepté, de manière inconditionnelle, les conditions de travail qui leur étaient imposées? De longue date, on a aussi imputé aux consommateurs la responsabilité de bien lire les étiquettes, les recommandations, les restrictions et les avertissements dont les produits sont affublés, avant de se procurer des biens de consommation susceptibles de se révéler à l'usure dangereux, défectueux, inadéquats pour son utilisateur. Après tout, comme le consommateur accepte de se procurer un produit en échange d'une somme d'argent, il lui appartient d'adopter un principe de précaution apte à le prémunir de faire des achats inconsidérés. Certes, on comprend aisément qu'il semble approprié de faire attention, de s'informer, avant d'acquérir l'objet convoité, auto, pesticides, maison. Mais quand des renseignements cruciaux sont cachés aux usagers, quand des conditions de travail mettent à risque la vie des employés, quand des produits défectueux inondent le marché, comment le public, les travailleurs et les consommateurs en général pourraient-ils se prémunir contre des situations aptes à compromettre leur vie? En rejetant sur le travailleur, le consommateur et le public, la responsabilité de veiller aux conditions qui règnent dans les milieux de travail, de s'assurer du bon fonctionnement des biens de consommation qu'ils acquièrent,
de lire avec grand soin les détails des contrats qu'ils signent avec des sociétés commerciales d'envergure, on se retrouve vite dans la situation où les organisations ne risquent guère d'être inquiétées en lien avec les crimes qu'elles commettent même pendant de très longues périodes de temps. Ou pour le dire autrement, des organisations poursuivent leurs activités parfois pendant des décennies, sans prendre les mesures indispensables pour mettre un terme à la situation problématique, alors même qu'elles savent que leurs produits vont entraîner des morts et des blessés, ou que leurs opérations commerciales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.